Ma formation, c'est la sociologie des sciences. C'est-à-dire que, pour faire vite, au lieu d'aller étudier les aborigènes en Australie ou les Jivaros en Amérique du Sud, on s'intéresse aux scientifiques. Et on essaie de comprendre comment ils construisent les faits, comment les controverses se déroulent. Et si je me suis intéressé à la sociologie des sciences, quand j'ai commencé à faire mes études, c'était un domaine qui n'existait quasiment pas en France. Sinon, il y avait une petite niche de chercheurs qui se trouvaient à l'école des mines à Paris. Et je suis allé les trouver, notamment un qui s'appelle Bruno Latour, parce qu'en fait j'avais un objet un peu curieux qui m'intéressait et que je voulais leur soumettre. Les histoires de soucoupes volantes, d'OVNI, qui m'intéressaient depuis déjà un bon moment. Et je me disais, peut-être que la sociologie peut faire quelque chose. Alors au départ, évidemment, j'étais parti de la même idée que tout le monde quand on aborde ce sujet-là, c'était essayer de comprendre pourquoi des gens croient à des choses, entre parenthèses, qui n'existent pas. Mais en lisant justement les publications, alors certaines publications en anthropologie déjà, des auteurs qui avaient travaillé sur la sorcellerie dans les campagnes, comme Gian Favre-Sada, bien sûr, un historien des religions italien qui s'appelle Ernesto De Martino, qui s'intéressait à la question de la magie, je m'étais rendu compte que le débat c'était énormément nuancé. On n'était plus sur des positions, pourquoi des paysans crédules croient à des trucs absurdes, mais ça s'était un peu arrangé la situation. Mais ce qui me semblait intéressant chez les sociologues des sciences, c'est que leur entrée était complètement différente. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressaient pas à la croyance a priori, même pour relativiser la notion, ils s'intéressaient aux faits scientifiques, c'est-à-dire des trucs durs, qui existent. Et donc, je me disais, l'épreuve intéressante pour ce genre d'objet, c'est pas de les aborder sous l'angle de la croyance, même si on essaie de la modifier un peu, parce que du coup on resterait dans la catégorie de la croyance, mais c'était de les aborder, un peu comme une partie des acteurs de ces débats veulent le faire, comme des débats scientifiques, pour essayer de comprendre comment justement les catégories de science, de croyance, de rationnel, d'irrationnel se négocient dans le cours des affaires qui se déroulent. L'idée, c'est de ne pas considérer que la société est figée, puisqu'on voit bien que ça bouge tout le temps, et de s'interroger sur la façon dont tout un tas de catégories qu'on utilise tout le temps, notamment en sociologie, donc science et croyance, une espèce de couple rationnel-irrationnel, comment les frontières sont constamment négociées. Et cet objet-là, les histoires d'extraterrestres et d'OVNI notamment, est un cas intéressant parce que au moment où j'ai travaillé, les débats qui aujourd'hui se sont multipliés sur les lanceurs d'alerte, les associations citoyennes et tout ce qui s'ensuit, étaient moins présentes, ça occupait moins la scène, et j'ai l'impression que c'est un peu une scène primitive de ce genre de débat. Et Latour m'a accueilli, pas comme le Messie, mais il trouvait ça intéressant, même si personnellement il ne supporte pas ce genre de sujet. Et donc on a sympathisé, et il s'est dit, on va essayer de voir ce que ça donne. Et donc on a travaillé quelques années, j'ai travaillé quelques années dans le cadre du Centre de sociologie de l'innovation de l'École des Mines, à essayer de développer une approche, comme je te rappelle, symétrique entre les sciences et les croyances. C'est-à-dire les aborder avec les mêmes outils, sans supposer à l'avance des caractéristiques particulières à un objet ou à l'autre, à certains acteurs par rapport aux autres et tout. C'est-à-dire, vraiment, on met les choses à plat et on essaie de voir comment ça se passe. Donc, ce que je vais peut-être commencer par faire, c'est vous raconter ce que sont ces histoires, qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que tout le monde a évidemment entendu parler d'OVNI et de soucoupes volantes, ça, il n'y a pas de problème, mais vous ne connaissez peut-être pas l'histoire précisément et la manière dont ça s'est construit au fil des décennies. Et on abordera également un autre débat, si on a un peu le temps, qui est parallèle à celui sur les OVNI, qui est le débat sur la vie extraterrestre, et notamment sur l'existence, sur ce qu'on appelle le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui est un programme notamment de la NASA, de chercheurs, de scientifiques, d'astrobiologistes, de radioastronomes et autres, qui suppose qu'il y a d'autres civilisations
ailleurs dans l'univers et qui essayent de détecter leur présence. Donc on est sur des sujets proches, mais avec des différences assez intéressantes. Alors, comment est-ce que je déplace le truc déjà? Ah oui, voilà. Alors l'histoire des ovnis débute en 1947, un peu après la guerre. Et alors voilà, on voit bien. Ça commence comme un fait divers de presse en fait. Un jeune américain, un jeune homme d'affaires américain qui s'appelle Kenneth Arnold, qui vit à Boise dans l'Idaho, dans le nord-ouest des États-Unis, et qui utilise un petit avion privé pour son entreprise. Il installe du matériel de lutte contre les incendies automatiques dans des coins reculés du nord-ouest, l'État de Washington, Oregon, Idaho, cette région-là, au-dessous de Seattle. Donc utilise son avion et fin juin, le 24 juin 1947, en rentrant d'une de ses missions, au-dessus du mont Rainier, qui est un volcan pas tout à fait éteint de la chaîne des Cascades, dans l'État de Washington, il observe 9 engins bizarres hein, qui volent à, il estime, 2 fois la vitesse du son. Alors à l'époque, on est en juin 1947, le mur du son sera franchi en octobre 1947 par Chuck Yeager. Et donc c'est un sujet de discussion. Et surtout les objets que Arnold observe sont bizarres, ils sont arrondis à l'avant et triangulaires à l'arrière. Ils n'ont absolument pas la forme des objets qui volent, que ce soit civils ou militaires. Donc il se demande ce qu'il a vu. Quand il se pose 1 heure plus tard, il va en discuter avec des amis pilotes. La première réaction c'est est-ce que tu es sûr que tu n'as pas eu la berlue? Et ensuite ils discutent et ils font tout un tas de suppositions sur, à l'époque, les milieux de pilotes notamment, et même la presse, étaient remplis de spéculations sur l'existence d'armes secrètes. Il y avait évidemment toutes les discussions sur les armes secrètes allemandes pendant la guerre, et l'idée que certaines armes allemandes aient pu être récupérées par les Russes ou par les Américains, et perfectionnées et utilisées, était dans l'air du temps. Donc ça, c'est dans le petit microcosme que fréquentait Arnold, c'était des idées qui étaient souvent discutées. Et donc Arnold redécolle, et là il s'était posé à Yakima, qui est une petite ville de l'État de Washington. Il redécolle en direction d'une autre ville de l'Oregon, Pendleton. Et là, à nouveau, il a une discussion avec les pilotes qu'il connaît bien, puisque c'est un endroit qu'il fréquente beaucoup, à propos de ces engins. Et certains lui suggèrent que c'est peut-être des missiles d'une base militaire voisine, la base de Moses Lake. Bon, il en reste là-dessus. Le lendemain, il est à Pendleton. Pendleton, j'y suis allé en 1988. C'est un petit bled, le genre de petite ville américaine qu'on voit dans des épisodes comme Twilight Zone ou des choses comme ça. Donc, le lendemain, il rencontre quelqu'un dans le lobby de l'hôtel où il a passé la nuit, qui lui dit avoir vu lui aussi des trucs bizarres dans le sud de l'État. Donc là, il se dit quand même c'est un peu curieux. Il essaie d'aller voir le FBI. Il y a un bureau local au sein de la poste de Pendleton, mais le bureau est fermé. Et il se dit, maintenant je fais quoi? Et à Pendleton, j'ai fait l'expérience, une fois qu'on a discuté avec les pilotes de l'aérodrome voisin, une fois qu'on a essayé de trouver le FBI, il n'y a plus que les journalistes. Il y a un journal local, l'East Oregonian, et donc un peu avant midi, il débarque à la rédaction de l'East Oregonian, et là il rencontre 2 journalistes, dont un que j'ai retrouvé, Bill Beckett, et il leur raconte ce qu'il a vu. Alors les journalistes l'écoutent calmement, ils se disent, bon, a priori, il n'a pas l'air complètement starbé, et il lui propose de faire un petit article dans l'édition du jour qui va sortir quelques heures plus tard. Donc Bill Beckett rédige cet article, qui met en bas de une. S'il avait juste fait ça, ça n'aurait pas eu beaucoup de conséquences. Mais il va faire autre chose, c'est que le journal, comme beaucoup de journaux américains, de quotidiens américains, fait partie d'une coopérative de presse qui s'appelle l'Associated Press. Et l'idée, c'est que tous les journaux locaux qui ont des histoires locales les envoient au bureau régional Associated Press, qui après voit si c'est intéressant ou pas et s'il faut les répercuter ou pas. Et Bill Beckett donc rédige une dépêche à partir de l'article qu'il a fait et il l'envoie à Portland, le bureau régional. Et tout le monde se sépare, ils vont déjeuner chacun de leur côté. Et Bill Beckett, donc, que j'ai rencontré en 1988, chez lui, il vivait dans l'État de Washington, me raconte que quand il est revenu, il a trouvé la secrétaire du journal qui avait des yeux ronds comme des soucoupes et qui lui disait où est-ce que vous êtes passé, parce que tout le monde veut en savoir plus sur
ces objets que Kenneth Arnold a vus. Et en fait, Portland avait reçu la dépêche et avait trouvé que c'était intéressant et l'avait redispatché au niveau national. Donc ça avait arrosé tout le réseau d'Associated Press et des tas de journaux, à Chicago, New York ou ailleurs, avaient envoyé des questions en disant c'est quoi ces trucs. Donc à partir du soir, les radios commencent à se remplir de nouvelles sur les soucoupes volantes. Enfin, soucoupes volantes, ça va apparaître un petit peu après, mais sur les objets étranges qu'Arnold a vus, et le lendemain, quasiment tous les journaux, sauf le New York Times, qui a attendu le 4 juillet pour se réveiller, mais quasiment tous les autres journaux quotidiens américains font souvent leur une sur ces objets étranges qui, peu à peu, vont prendre le nom de disques volants et soucoupes volantes, Flying Saucer et Flying Disc. Et là, c'est une espèce de déluge, c'est-à-dire que Kenneth Arnold, à partir de là, ne contrôle plus rien du tout. Tout le monde va se mettre à parler dans tous les sens, des experts vont être consultés, on va discuter. Alors, en général, quand on parle de ce sujet, évidemment, on est une interprétation qui a souvent été utilisée, c'est de dire, comme Kenneth Arnold, on est dans le contexte d'après-guerre, c'est la guerre froide. 1947, c'est une année clé pour la guerre froide, et c'est ce qui va conditionner tout ce débat. Au niveau de Kenneth Arnold, c'est pas faux. Lui se considère comme un citoyen américain, et son devoir, c'était de rapporter ce qu'il avait vu, parce que c'était peut-être des engins secrets américains, mais c'était peut-être aussi les Russes qui venaient se balader dans le ciel américain, auquel cas ça posait problème. Mais en fait, la controverse qui démarre dans la presse à partir de la dépêche de Bill Beckett, c'est pas cette controverse-là. C'est une controverse sur qu'est-ce que ce type a vu, est-ce qu'il a vraiment vu ce qu'il a vu. Surtout que très rapidement, d'autres témoins se manifestent dans les heures qui suivent pour dire moi aussi j'ai vu tel jour avant ou dans les jours qui vont suivre des choses bizarres dans le ciel. Et donc il va y avoir comme ça une espèce de certain nombre de témoins qui vont se manifester et qui vont générer la première vague d'observation de soucoupes volantes. Et le débat va vraiment se focaliser sur, non pas sur est-ce que les Russes nous survolent, mais qu'est-ce qui se passe chez une partie des Américains pour qu'ils croient voir des trucs imaginaires dans le ciel. Et là, on va spéculer, les scientifiques vont intervenir, et la plupart du temps, pour proposer des explications à base de psychologie, d'hallucination et de lecture de science-fiction, ou justement d'influence du climat de guerre froide. Donc, ça c'est un... Alors, si l'histoire en était restée là, on n'en parlerait sans doute plus. Parce qu'avant, en 1947, en 1946 par exemple, au-dessus de l'Europe, il y avait eu des observations de ce qu'on appelait à l'époque des Ghost Rockets, des fusées fantômes. Au-dessus de la Scandinavie, pendant plusieurs mois, en 1946, tout le printemps à l'été 1946, on avait rapporté l'observation de fusées fantômes. Et alors là, on avait très sérieusement suspecté les Russes d'avoir récupéré les V2 des Allemands et de les tester au-dessus de la Baltique. Même Le Monde, à l'époque, si vous lisez Le Monde de l'année 1946, il y a des tas de petits entrefilets sur les observations de fusées fantômes en Scandinavie, et c'est rapporté très sérieusement. On ne plaisante pas. Avant ça, il y avait encore régulièrement dans la presse, dans les années qui précédaient, jusque dès la fin du 19e siècle, la presse rapportait souvent des observations d'objets bizarres. Alors, à l'époque, on ne parlait pas de soucoupes volantes, on parlait, en 1897 notamment, tout le Midwest avait été submergé par une vague de ce qu'on appelait des airships, des vaisseaux aériens bizarres, un peu dans le genre de Robur le Conquérant, pour ceux qui ont lu Jules Verne. Donc on supposait que des inventeurs géniaux, à l'époque où on spéculait sur la capacité à se déplacer avec des plus lourds que l'air, des inventeurs géniaux avaient fabriqué soit des dirigeables ultra performants, soit des machines à la Léonard de Vinci, et qui étaient capables de se déplacer. Donc comme ça régulièrement, mais chaque fois, une fois que la vague d'intérêt et d'observation était passée, on oubliait et on passait à autre chose. Donc on renommait les choses à chaque fois. Dans les années 30, il y avait des vagues d'aéroplanes fantômes. Au moment de la guerre de 14-18, souvent on signalait des zeppelins ou des aéroplanes allemands, et parfois c'était des confusions avec la planète Vénus ou avec des choses de ce genre. Bon. Donc ce qui est intéressant avec l'histoire des soucoupes volantes en 1947, c'est que après l'été 47, le phénomène ne va pas disparaître. Et pour une raison, notamment, c'est que les militaires américains
l'armée de l'air, l'US Air Force, qui va devenir l'US Air Force en septembre 1947, qui s'appelle encore l'Army Air Force, va décider que, même si ça semble être pas sérieux, ces observations, c'est leur devoir de dire ce qui se passe dans le ciel américain et de le surveiller. Donc, à partir de quelques jours après la publicité qui va être faite à l'observation de Kenneth Arnold et aux autres qui vont suivre, la base de Wright Field, qui se trouve près de Dayton dans l'Ohio, va créer un petit groupe d'analyse et va demander aux témoins d'envoyer des rapports sur ce qu'ils ont vu. Et ils vont envoyer des enquêteurs auprès de ces témoins. Donc, depuis tout un tas de bases de l'armée de l'air, des enquêteurs vont être envoyés depuis la Californie, partout, auprès des témoins. Et Kenneth Arnold, le 10 juillet, va recevoir 2 enquêteurs d'une base californienne qui vont venir l'interroger. Alors souvent, en fait, les enquêteurs partaient avec des a priori plutôt sceptiques et amusés. Et en rencontrant les témoins, notamment par rapport à Arnold, ils reviennent en expliquant que, non, curieusement, les témoins ont l'air sérieux, ils ont vraiment vu quelque chose, apparemment. Et dans certains cas, on ne sait pas l'expliquer. Et Arnold, donc ça c'est une page alors par contre il faut enlever le Alien UFO Art, ça j'ai trouvé ça sur internet, j'ai une copie mais ça c'est un truc qui a été rajouté récemment. Mais c'est la dernière page du rapport d'Arnold avec le dessin, vous voyez, c'est pas une soucoupe, hein, c'est un truc arrondi et triangulaire à l'arrière et qui est très plat quand il le voit par la tranche. Et donc l'enquête va commencer, comme ça ils vont accumuler des dizaines de rapports et d'enquêtes auprès des témoins. Et ce qui se passe aussi, c'est que parmi les témoins, très rapidement, il n'y a pas juste des kidam ou des pilotes amateurs comme Arnold, mais il y a également des pilotes de grandes compagnies aériennes comme United Airlines ou quelques autres, et aussi des pilotes militaires. Et évidemment, si on peut envoyer Arnold chez le psy, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, c'est plus difficile. Donc l'étoffe d'héros, ça veut dire quelque chose dans l'armée de l'air américaine. Et ce qui fait que les enquêteurs de l'armée vont commencer à s'interroger sur ce qui se passe. Et le groupe donc, qui avait commencé à analyser ça va se prolonger. Et il va même prendre début 1948 le nom de projet SIGN, qui est secret, il sera secret pendant des années, mais qui sera connu du public sous le nom de projet Soucoupe, le projet Saucer. Et ils vont analyser tous ces rapports en se demandant ce que les gens ont vu. Alors, ça, on a vu l'histoire du contexte. Alors ça, c'est une illustration sortie de Life, de début juillet 1947, qui montre un peu l'état d'esprit général par rapport aux soucoupes volantes. Vous voyez, ce n'est pas un sujet d'inquiétude si grand que ça. La presse, en général, plaisante sur ces sujets. Donc, mais quand on se déplace, donc... alors ça, c'est... Voilà, ça, c'est on en reparlera un petit peu après du contexte. Donc, les militaires donc vont créer cette commission d'études et eux, ils vont traiter le sujet comme ils ont accumulé ces observations et qu'ils ont des observations de pilotes. Ils commencent à se demander ce qui se passe et ils vont être parmi les premiers acteurs qui vont en fait prendre le sujet au sérieux. Simplement, ils vont notamment rédiger dès la fin de l'été 1948, donc un an après l'observation d'Arnold, un rapport secret dans lequel ils expliquent que, selon les experts qu'ils ont consultés, il est possible que ces objets représentent une intrusion de la part d'extraterrestres. Alors évidemment, ils vont se demander d'où ils viennent, ces extraterrestres. Et le problème pour eux, c'est que l'état-major à Washington va trouver le rapport un peu trop loufoque et va ordonner sa destruction. Donc un deuxième rapport sera rédigé qui se focalisera sur une hypothèse plus conservatrice, mais néanmoins inquiétante pour l'armée de l'air américaine, c'est que c'est peut-être des engins secrets soviétiques, effectivement, qui survolent le territoire américain. Alors maintenant qu'on a beaucoup de recul et qu'on a accès au dossier de l'histoire militaire américaine, on peut comprendre un peu mieux pourquoi ils ont spéculé là-dessus. Parce qu'en fait, l'armée de l'air américaine, elle-même à la même époque, et plus tard, on le sait avec les vols de U-2, faisait régulièrement des incursions dans le ciel de l'URSS, à partir notamment en survolant les pôles et le détroit de Bering. Donc, comme les objets qu'Arnold avait vus semblaient venir
du nord-ouest et notamment du détroit de Bering, ils s'étaient dit peut-être que les Russes font la même chose que nous. Mais ça, à l'époque, c'est pas connu. Évidemment, ça fait partie du domaine secret de l'armée, ce qui fait qu'on a une espèce de débat qui est très cloisonné, qui au niveau du grand public est un débat où les gens plaisantent beaucoup sur les soucoupes volantes, ils ne prennent pas ça très au sérieux. Il y a des petits groupes qui commencent à se constituer de gens qui disent il y a peut-être quelque chose de sérieux et tout, mais en majorité, dans la presse, c'est en gros le traitement de life. On en plaisante, on s'amuse joyeusement. Donc quand on se déplace à la base de Wright Field, on se rend compte qu'il y a un noyau d'experts qui prennent le sujet au sérieux, mais à l'extérieur, ça ne transpire pas. Et quand ils font des déclarations publiques, ils ont tendance à modérer leurs déclarations, ce qui fait qu'ils expliquent que la plupart des observations ont pu être expliquées, donc il n'y a pas de quoi s'alarmer. Et il n'y a rien de très grave là-dessous. Et pendant 20 ans, l'armée de l'air va entretenir une commission d'enquête sur ces sujets. C'est en partie pour ça qu'on parle toujours d'OVNI. C'est parce que le sujet s'est installé dans la longue durée, parce qu'une structure au sein de l'armée de l'air a enquêté de façon continue jusqu'à la fin des années 60. Et ça va avoir une autre conséquence, c'est que à partir du début des années 50, la fin des années 40, comme l'armée de l'air intervient sur le sujet tout en disant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est-à-dire entretient une espèce un peu de double langage, certains enquêteurs journalistes qui ont leurs entrées au Pentagone vont commencer à percevoir qu'en discutant avec certains de leurs informateurs, il y a justement différentes opinions qui s'expriment. C'est-à-dire qu'en public, on dit il n'y a pas de quoi s'affoler, il n'y a rien de très sérieux, mais certains leur disent oui, mais il y a des groupes d'experts qui, eux, prennent le truc plus au sérieux, donc ça va commencer à générer des rumeurs dans la presse et dans certains livres sur l'idée que l'armée pourrait ne pas dire tout ce qu'elle sait. Et ce qui fait que, dès la fin des années 40, on commence à voir des groupes de citoyens qui s'organisent en groupes d'amateurs de ce qu'on va appeler plus tard des ufologues. De UFO, qui est le terme qui va supplanter en partie soucoupe volante. UFO, c'est un Unidentified Flying Object, c'est l'équivalent en français de OVNI. Et ces ufologues vont se regrouper en différents groupes, structures, aux États-Unis, mais également en Angleterre. Un des premiers groupes va être créé au tout début des années 50 en France, par exemple, et dans tout un tas d'autres pays occidentaux, pour enquêter sur ces sujets, puisqu'en gros les scientifiques s'en moquent, puisque l'opinion considère que ce n'est pas sérieux, mais que l'armée fait quelque chose en ne disant pas tout ce qu'elle fait. Certains disent, on va nous-mêmes enquêter, et on va voir ces structures d'amateurs qui vont se multiplier, et produire des bulletins, parfois écrire des livres, sur ces questions-là. Donc ça, c'est une des deuxièmes raisons. La deuxième raison pour laquelle le phénomène s'installe et dure. C'est-à-dire qu'il y a comme ça tout un tas d'acteurs qui continuent, au-delà du fait divers journalistique, à s'intéresser au sujet. Alors, parmi, je vous l'ai dit, les militaires américains, très tôt, sont parmi les premiers à spéculer sur la possibilité que ce soit des extraterrestres, ce qui peut nous surprendre aujourd'hui. Mais cette histoire date de 1948. Parmi évidemment les enquêteurs amateurs qui vont créer des groupes à partir des débuts des années 50, l'hypothèse qui domine, c'est l'idée qu'on est visité par des extraterrestres. Donc on a comme ça tout un espèce de front de spéculation qui va se créer à ce moment-là sur l'idée qu'il y a des extraterrestres ailleurs et qui sont capables de venir jusqu'à nous. Alors, ça, c'est pas un débat nouveau. Là, c'est une reproduction de la gravure d'ouverture de Fontenelle, l'entretien sur la pluralité des mondes habités, qui est un des ouvrages fondateurs des Lumières, qui est un des premiers ouvrages à avoir spéculé sur l'existence d'autres civilisations dans le système solaire notamment et ailleurs. Et à cette époque-là, avant et après, on va avoir des philosophes dans un premier temps, donc comme Fontenelle, mais également des scientifiques à partir on va dire du milieu du XIXe siècle, qui vont s'intéresser à l'idée qu'il y a d'autres formes de vie dans l'univers. Et ça va créer tout un contexte de spéculation qui va être récupéré dans l'histoire des soucoupes volantes, à partir de 1950 en gros.
Donc ça, c'est des articles qui pouvaient paraître ça c'est Colliers au milieu des années 50. Ça, c'est la revue Atom, qui est une revue scientifique, donc pareil, des années 50. Alors là, je l'ai mise parce que ça, ce sont des martiens. Et je ne sais pas si certains ont lu La guerre des mondes de Wells. Bon, ce sont les martiens représentés par H.G. Wells. Donc, à partir de la fin du XIXe siècle, en plus de philosophes ou de savants qui spéculent sur l'idée qu'il pourrait y avoir de la vie sur d'autres planètes, et notamment sur Mars. Mars a été énormément objet de débats sur l'existence d'une civilisation martienne à la fin du XIXe siècle. On pensait avoir repéré des canaux à la surface de Mars qui auraient été construits par la civilisation martienne pour irriguer l'équateur à partir de l'eau recueillie au pôle. Et H.G. Wells, en 1897, publie La guerre des mondes, donc The War of the World, qui est le premier roman de ce qu'on appelle maintenant science-fiction, qui imagine que non seulement il y a de la vie ailleurs, notamment sur Mars, mais qu'ils sont capables de venir jusqu'à nous, et en l'occurrence de nous envahir, puisque la guerre des mondes décrit la façon dont les Martiens ont tenté de nous éradiquer purement et simplement. Et Wells est également intéressant parce qu'il va être à l'origine, notamment à cause de cette représentation des Martiens, de toute une littérature de science-fiction qui va fleurir à partir des années 20, aux États-Unis notamment, et qui va représenter les extraterrestres sous toutes les formes et sous toutes les couleurs. Là, c'est The Man from Mars, c'est en 1938 dans un magazine, un pulp, ce qu'on appelle les pulps de science-fiction, les magazines de science-fiction populaires, qui s'appelait Fantastic Adventure. Et à partir de Wells, également de Jules Verne, il y a deux filières pour la science-fiction, il y a Wells et Jules Verne. Comme ça, des dizaines de magazines vont être publiés aux États-Unis qui vont montrer des tas de représentations d'extraterrestres et qui vont construire toute une culture populaire, entre guillemets, qui va spéculer sur l'existence de ces extraterrestres et les faire intervenir à des niveaux de degrés divers dans les affaires terriennes. Alors ça, on ne peut pas ignorer ce contexte. Mais on peut comprendre aussi que quand Kenneth Arnold, quand le débat dans la presse naît en 1947, les gens ont la tête pleine de ce genre de représentation. Évidemment, ça ne joue pas en faveur des soucoupes volantes, qui sont plutôt considérées comme un sujet amusant, pas très sérieux. Les pulps n'étaient pas la forme de littérature dominante dans la culture américaine des années 20, 30 et 40. Aujourd'hui, ça a changé, puisqu'il y a des gens qui les collectionnent, qui les recherchent, mais à l'époque, c'était publié sur un papier de récupération. Alors, ça, c'est une illustration assez fantaisiste de l'observation de Kenneth Arnold, parue dans un magazine qui a été créé en 1948, qui s'intéressait à tous les phénomènes bizarres, et notamment donc, aux soucoupes volantes. Donc on voit également toute une littérature qui s'empare de ce genre de sujet et qui va l'entretenir. Ça, c'est quelques-uns des premiers livres qui paraissent au début des années 50 sur les soucoupes volantes. Donc les premiers livres paraissent en 1950, il y en a 3 notamment. Je ne sais pas si le troisième... non, ça c'est un autre. Bon. Et un des thèmes qu'on voit là illustré sur la couverture, qui va revenir, c'est qui va expliquer pour une partie de l'opinion l'idée que l'armée ne dise pas tout sur ce qu'elle pourrait savoir. C'est que si on commence à dire aux gens qu'on est visité par des extraterrestres, ça va être la panique. Alors ça, évidemment, là, il y a un contexte, un nouveau contexte qui intervient dans le débat. C'est ce qui s'est passé en 1938, le soir d'Halloween 1938, aux États-Unis, lorsque Orson Welles, qui était à l'époque un animateur de pièces radiophoniques, décide de mettre en scène le roman de H.G. Wells, dont on vient de parler. Et où le lendemain, la presse est remplie de descriptions de scènes de panique qui se seraient emparées des Américains, qui auraient écouté l'émission et qui l'auraient prise au premier degré, qui auraient été persuadés que donc les Martiens envahissaient vraiment l'Amérique. Et cette histoire va revenir constamment. Dans tous ces livres, on va expliquer que si on ne dit pas franchement ce que sont ces soucoupes volantes, c'est par peur que le public panique. Ça, c'est un thème qui va revenir
Quand on regarde même aujourd'hui des films de science-fiction, chaque fois cet argument revient. C'est quelque chose qui est extrêmement implanté dans la culture. Si l'armée révèle ce qu'elle sait sur les soucoupes volantes, c'est la débandade, la société s'écroule, plus aucune valeur ne tient, et donc il faut maintenir un peu les structures, la société en place. Bon. Alors, il se trouve que je me suis intéressé à cette histoire d'Orson Welles, et je suis allé fouiller la presse, et j'ai essayé de remonter le fil de... Parce que, évidemment, dans tout un tas de livres, à partir de 1938, on trouve des récits qui reparlent de cette émission et qui racontent ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, plus on s'éloigne dans le temps, plus, en gros, le nombre de morts augmente dans cette histoire de panique. On nous raconte que des gens se jetaient par les fenêtres, que certains s'empoisonnaient, en fait, que les autres mettaient la famille à toute vitesse dans les voitures pour s'enfuir le plus loin possible dans les montagnes et tout. Et quand on remonte à la source, on se rend compte qu'apparemment, on ne trouve pas de mort déjà. On trouve vaguement une personne qui s'est cassé le bras en descendant les escaliers. On n'est même pas sûr que ce soit à cause de l'émission. Et une autre qui a failli s'empoisonner, mais son mari est arrivé à temps et l'a tiré de ce mauvais pas. Donc, mais dans les livres et les articles qui vont se paraître au fil des décennies plus tard, l'histoire augmente en intensité et le nombre de suicidés et de victimes également. Donc, un des problèmes dans ce genre de débat, c'est que, en fait, on analyse à travers tout un tas de cadres, notamment cette idée de l'irrationalité populaire et de la panique, qui est en fait une histoire qui n'a jamais eu lieu. Quand on se renseigne un peu précisément sur ce qui s'est passé le soir de la diffusion de l'émission d'Orson Welles, il y a des gens qui, effectivement, qui ont téléphoné. Alors, un des arguments qui a été utilisé, notamment par Hadley Cantrill, un psychologue qui a analysé à l'université de Princeton les effets de l'émission, c'est que des tas de gens avaient appelé pour s'informer, de savoir si c'était vrai ou pas ce qui était diffusé à la radio. Et de dire, ça veut dire que les gens ont pris très au sérieux l'information. Ça veut dire aussi qu'ils ont cherché à vérifier si c'était vrai ou pas. Et qu'évidemment, en téléphonant, ça a désamorcé l'histoire tout de suite. Et quand on cherche un peu précisément qui a paniqué, on a beaucoup de mal à trouver ces fameuses foules qui auraient paniqué. Donc la vérité, c'est que la plupart, d'abord l'émission a été annoncée dans le programme, donc il suffisait de regarder son journal pour voir ce qui passait à la radio, et que quand on écoute, je ne sais pas si certains ici ont déjà écouté l'émission en entier, il y a vraiment 10-15 minutes pendant lesquelles on peut paniquer, parce que ça ressemble effectivement à des bulletins d'information. Mais ce qui précède et ce qui suit, c'est une pièce radiophonique qui est clairement identifiable comme telle. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'au départ, on a une histoire avec ces extraterrestres et ces soucoupes volantes, où on se dit, il va falloir essayer de comprendre pourquoi les gens se mettent à croire à tout un tas de choses. Mais, notamment à cause de l'émission d'Orson Welles, je me suis dit qu'il y avait une autre question qu'il fallait se poser, qui n'était pas forcément simplement pourquoi les gens ont pu croire à l'existence des soucoupes volantes, ce qu'on constate au cours de l'été 47, c'est que l'immense majorité du public américain n'y croit pas, considère que c'est une bonne blague. C'est un fait divers de presse, c'est une bonne occasion de s'amuser sur le dos des prétendus témoins, mais ça ne va pas tellement plus loin. Et surtout, ça ne déclenche aucune panique au cours de l'été 47. Et quand on remonte à la panique originelle, celle d'Orson Welles, on ne la trouve pas non plus. Par contre, ce qu'on trouve depuis la fin du XIXe siècle, c'est tout un discours sur les foules et leur comportement irrationnel. Et en fait, c'est ce discours-là qui a alimenté cette idée que dans ce genre de situation, les gens forcément paniquent. Donc en fait, on a toute une série d'idées reçues qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et donc le problème, c'est moins la question de pourquoi les gens auraient cru à quelque chose qui n'existe pas, que pourquoi on est persuadé que face à ce genre de nouvelles, les gens d'abord vont y croire, sans réfléchir, et vont éventuellement adopter des comportements complètement irrationnels, s'enfuir et tout. Donc il y a plusieurs discours à analyser. Il n'y a pas juste le discours de la croyance qui finalement est assez difficile à saisir, mais il y a surtout toutes ces explications qu'on a collées sur le phénomène, à commencer par cette idée que les gens paniquent très facilement, et puis toutes ces théories qu'on a bâties sur l'irrationalité du public, qui est un des arguments
qui pendant des décennies a entretenu les débats sur ce sujet. Donc en fait, quand on regarde un peu précisément ce qui s'est passé à cette époque à travers la genèse de la littérature de science-fiction, donc des émissions comme ça d'Orson Welles ou ce qui s'est passé après, on se rend compte que le débat n'est peut-être pas là où on avait cru qu'il se situait au départ. Et moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est justement la façon dont tous ces auteurs, et notamment des historiens, des sociologues ou des spécialistes de la presse ou autres, ont analysé pendant très longtemps ce qu'ils ont appelé une croyance populaire, alors qu'en fait, ce qui m'a semblé intéressant, alors, le cas d'Orson Welles c'est particulièrement intéressant parce que quand on lit, quand j'ai accumulé en fait un grand nombre de comptes rendus de cette émission, on se rend compte que tous ces auteurs qui parlent de la panique déclenchée par Orson Welles, aucun d'entre eux n'est remonté à la source. Chaque auteur qui en parle cite la dernière source qu'il a lue. Ce qui fait qu'à partir de 1938, on a une espèce de phénomène qui est allé en s'amplifiant. Et quand on accumule les textes, il y a un moment, c'est vraiment assez amusant de voir comment des auteurs qui sont les premiers à dénoncer les rumeurs entretenues par le public ou par la presse sont en fait eux-mêmes en train de construire une rumeur sur cette panique qui n'a jamais existé. Donc, je me suis dit, il y a peut-être autre chose que ce qu'on avait cru, qu'il faudrait analyser. Et alors, notamment, un autre des thèmes, puisqu'on a souvent expliqué l'émergence des soucoupes volantes comme une influence de la science-fiction, la littérature de science-fiction, des films de science-fiction, après ceux des années 50, et du contexte de la guerre froide, c'est souvent l'explication qui revient. Là aussi, je me suis penché donc, sur les documents de l'époque, et on voit bien que le contexte de la guerre froide joue pour certains acteurs au départ. Kenneth Arnold pense que c'est peut-être des armes secrètes américaines ou soviétiques, mais ensuite, ce n'est pas le contexte de la guerre froide qui va influencer ces observations. Ce contexte va être une des explications qui va être proposée par tous les auteurs et intervenants sceptiques qui vont participer au débat à partir de 1947. Dès 1947, 1948, 1949, dans les grands articles de presse qui dénoncent la croyance populaire de soucoupe volante, un des arguments qui revient souvent, c'est que d'une part, les gens lisent trop de science-fiction, c'est pas bon de lire trop de science-fiction parce qu'on se met à voir des trucs dans le ciel, et qu'ensuite, ils sont tellement traumatisés par le contexte de tension avec l'URSS que c'est une deuxième raison pour voir encore plus de choses qui circulent dans le ciel. Donc en fait, la guerre froide, c'est moins l'explication qu'une des choses dont il faut expliquer l'émergence, comme la panique, comme tout un tas d'autres explications qui vont intervenir. Donc c'est ça, moi ce qui me semble intéressant dans ce genre de débat, c'est que quand on le regarde un peu attentivement, on se rend compte que l'analyse, on doit un peu la décaler et s'interroger aussi sur les explications qui ont été fournies pour en rendre compte et sur leurs conditions d'émergence. Et ces explications-là, elles n'ont pas été données par des sociologues qui sont intervenus plus tard, qui ont calmement analysé le dossier. Par exemple, un cas exemplaire, c'est Roland Barthes, bien connu, l'auteur des mythologies, et qui va publier toute une série d'articles dans les années 50 dans les Lettres Nouvelles, donc ils vont former, quand ils seront recueillis, ce volume, et qui va consacrer un article aux extraterrestres, aux martiens et aux soucoupes volantes, et qui interprète lui-même cette croyance en expliquant qu'on a d'abord pensé que c'était les soviétiques, donc influence de la guerre froide, avant de renvoyer aux extraterrestres. Mais il écrit en début 1955 son article dans un climat de tension, justement la guerre froide fonctionnait bien à ce moment-là, et donc il n'est pas un observateur neutre de la situation, il participe à la construction de cette situation, il écrit dans les Lettres Nouvelles, qui est un journal de gauche, donc il a une attitude par rapport à ce sujet, il défend une certaine vision des choses. Alors ça c'est, juste un instant, voilà, c'est l'édition de poche, avant c'était l'édition, ces deux livres, c'est et Ruppelt, c'est un des dirigeants, des directeurs du projet que l'armée de l'air a entretenu pendant 20 ans, qui à l'époque où Ruppelt le dirigeait s'appelait le projet Livre Bleu, Blue Book. Bien. Alors ça, je passe rapidement, je vous ai expliqué, donc ça c'est Keogh, donc un journaliste américain, un des premiers qui a enquêté sur l'histoire des soucoupes volantes et qui s'est tellement intéressé à ce qu'il avait recherché qu'il a en fait
est devenu quasiment un soucoupiste, on disait à l'époque, un ufologue, on dirait maintenant à temps plein, qui a publié toute une série de livres qui à l'époque ont été des best-sellers. Ça c'est le premier livre qu'il publie en 1950, qui est un des tout premiers livres sur les soucoupes volantes. Et lui, par exemple, Keough, ce qui est intéressant, c'est que c'est un ancien Marines qui a été aide de camp de Lindbergh et qui a ses entrées au Pentagone. Et c'est un des premiers qui entend, comme il a plein d'amis au Pentagone, qui entend toutes ces rumeurs qui circulent sur, d'un côté, non, c'est pas sérieux, et de l'autre, oui, mais il y a certains ingénieurs qui travaillent pour l'armée, qui prennent ça au sérieux et tout, et qui va répercuter toutes ces rumeurs. Et qui va être un peu à l'origine de la théorie selon laquelle, au sein de l'armée, sa théorie, c'était qu'il y avait deux factions, l'une qui voulait cacher les faits au public, et l'autre qui était d'avis de dire les choses telles qu'elles sont. Et de là va découler les premières, ce qu'on appelle aujourd'hui théorie du complot, à propos d'une espèce de secret bien caché par les militaires sur ce qu'ils auraient appris sur les soucoupes volantes. Ça, c'est une édition anglaise d'un autre de ces livres. Alors, on voit Flying Saucer Conspiracy, le mot est écrit en toutes lettres. Ça, c'est d'autres groupes donc, vont émerger. C'est les Jim et Coral Lorenzen en 1952 qui créent un groupe qui s'appelle l'APRO. Pareil, donc on voit comme ça tout un tas de groupes qui émergent. Ça, c'est un groupe français avec une revue qui s'appelle Ouranos, qui est créée la revue est créée en 1952. Et donc le groupe va suivre un petit peu après. Donc voilà. Et ça, c'est un autre groupe qui date de la fin des années 50, Lumière dans la nuit, qui va construire en France tout un réseau d'enquêteurs qui va couvrir le territoire et qui sera notamment très important au début des années 70. Donc c'est comme ça tout un tas de structures amateurs qui vont se mettre en place et spéculer sur ces sujets. Alors à côté de ces amateurs, il va y avoir une autre réponse qui va être fournie. Je disais tout à l'heure que quand le sujet débute aux États-Unis, c'est pris comme une plaisanterie. Les scientifiques qui sont interrogés envoient le sujet promener rapidement en expliquant que les gens ont la berlue ou des choses de genre. Mais face à l'intérêt qui perdure dans les médias, l'intérêt de l'armée également et ces structures d'amateurs qui se créent, on va voir un certain nombre de scientifiques, ici c'est Donald Menzel qui est un astrophysicien américain très connu, qui vont, à côté de leur travail de scientifique, se donner une deuxième tâche qui est celle d'essayer d'aller contre l'opinion qu'ils croient majoritaire dans le public, qui est cette croyance aux soucoupes volantes. Donald Menzel est extrêmement intéressant parce que c'est un astrophysicien brillant qui a travaillé, je crois, toute sa vie à Harvard et qui va écrire plusieurs ouvrages, le premier en 1952-53, entièrement consacré aux soucoupes volantes, pour expliquer que oui, les soucoupes volantes existent, mais ça n'a rien à voir avec ce que les gens croient, ce sont des phénomènes météorologiques que les gens n'ont pas reconnus, ou des illusions avec des phénomènes astronomiques ou autres. Et il va comme ça tout au long de sa carrière, à côté d'une carrière donc brillante d'astrophysicien, publier plusieurs livres. Ça c'est le deuxième, ça c'est le dernier, UFO Enigma, dans lesquels il va essayer d'expliquer au public qu'il n'y a pas de soucoupe volante, certainement pas de vaisseaux extraterrestres qui évitent la Terre. Donc, ce genre d'acteur est intéressant parce que, évidemment, quand on est tenté souvent d'aborder ce genre de questions, en s'interrogeant justement sur la croyance. Mais si on fait ça, à mon avis, on rate une partie du débat qui est précisément que, à travers une partie des acteurs tout au long de la controverse depuis 1947, l'argument de la croyance revient comme un des arguments utilisés. Donc si on l'utilise comme modèle d'explication du dossier, ben, on oublie une partie des acteurs qui ont été très actifs et qui ont joué un rôle pour imposer cette explication comme une des explications possibles. Voilà. Alors, l'histoire des soucoupes volantes, donc, au début et pendant des années, on voit jusqu'à Menzel, c'est un débat qui va se focaliser sur l'opposition entre croyance populaire d'un côté et scepticisme savant de l'autre. Certains savants comme Menzel ou en France un autre astrophysicien français a joué pendant des décennies le rôle que Menzel jouait aux États-Unis, il s'appelait Avery Schatzman.
va publier régulièrement des articles pour dénoncer la croyance du public aux ovnis. Et longtemps, le débat, ça va être en gros ça, c'est souvent ce qu'on retient. Mais certains épisodes au cours de l'histoire des soucoupes volantes vont déplacer un peu cette discussion. Alors, il y a un moment intéressant au milieu des années 60, c'est qu'au milieu des années 60, l'armée donc, en est presque à 20 ans d'études de ce sujet. Les militaires américains, le Pentagone, ne sait plus comment gérer ce dossier parce qu'ils sont, d'un côté, ils essaient d'enquêter sur le sujet, de l'autre, ils ont la presse qui ne les lâche pas. C'est-à-dire qu'ils ont le projet Blue Book, c'était quelques enquêteurs, ça n'allait pas bien loin, c'était un tout petit projet au sein de l'armée. Par contre, en termes de relations publiques, c'était colossal. C'est-à-dire que ça générait énormément d'articles par rapport à l'énergie qu'ils y mettaient et au budget qu'ils y mettaient. Et la plupart du temps, la presse, en gros, va suivre l'opinion dominante, c'est-à-dire considérer le sujet comme n'étant pas sérieux. Mais il va y avoir deux moments, un c'est en 1952, ça ne va pas durer, et l'autre c'est en 1966, où il va se passer quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phénomènes. D'abord, dans le Michigan, il y a une vague d'observations de soucoupes volantes, c'est-à-dire que des tas de gens rapportent avoir vu des phénomènes dans le ciel, et l'armée va essayer de les expliquer. Et là, elle va faire une erreur, ça arrive de temps en temps, une belle erreur de communication. Elle va envoyer, l'armée disposait de consultants scientifiques, notamment ce monsieur qui s'appelle Joseph Allen Hynek, qui était astrophysicien, qui travaillait depuis 1948 pour l'US Air Force, dans le cadre de son projet d'étude des soucoupes, pour expliquer toutes les observations qui pouvaient être liées à des méprises avec des phénomènes astronomiques. Et le parcours de Hynek est intéressant parce qu'en 1948, quand il accepte d'être le consultant de l'Air Force, c'est un peu avec la même idée que Menzel, c'est-à-dire je vais contribuer à l'éducation scientifique du public en leur montrant que ce qu'ils voient n'est pas ce qu'ils croient, mais qu'il y a des explications. Et alors ce qui va se passer de très intéressant avec Hynek, c'est qu'au fil du temps, il reçoit donc les rapports de l'armée, il en explique une bonne partie, mais il y en a également un certain nombre qu'il n'arrive pas à expliquer. Il se heurte à ce que les gens ont vu et il ne voit pas du tout d'explication. Et donc petit à petit, il se dit que derrière la masse des observations qui sont explicables, il y en a aussi qui résistent et qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel les scientifiques devraient se pencher. Il y a peut-être quelque chose à découvrir. Alors pas forcément des extraterrestres, mais en tous les cas, il y a des trucs qu'ils n'arrivent pas à reconnaître et qui sont rapportés par de bons observateurs qui donnent des détails très complets sur ce qu'ils ont vu. Certains sont des collègues, puisque dans les statistiques, on a toujours un pourcentage assez intéressant d'astronomes professionnels qui font eux-mêmes des observations de phénomènes bizarres dans le ciel. Alors ce n'est pas dans le cadre de leur travail, puisque derrière un télescope, on a peu de chances de voir quelque chose qui passe en basse altitude, mais voilà, il accumule des observations qui sont bizarres. Mais en 1966, il est donc toujours le consultant, et lorsque ces observations se multiplient dans le Michigan, l'armée, qui est poussée par l'opinion à faire une déclaration, l'envoie en catastrophe pour gérer le dossier. Et là, il va faire une petite erreur, enfin au départ, il ne voit pas qu'il fait une erreur, mais c'est ce que ça va provoquer dans la presse, c'est-à-dire qu'une bonne partie de ces observations avaient lieu dans certaines zones du Michigan qui étaient assez marécageuses. Et Hynek va suggérer que certaines des observations, pas toutes, parce que là les photos qu'il brandit par exemple, les phénomènes c'est la Lune et Vénus ou je ne sais pas quelle planète qui est prise en pause, donc ça donne une espèce de traînée, mais ce n'est pas du tout un cigare volant, donc ça il l'explique très simplement. Mais il dit que certaines autres observations pourraient être dues peut-être à un phénomène qu'on connaît, ce que nous on connaît en France sous le nom de feu follet, donc cette espèce de lumière qui apparaissent dans justement des zones marécageuses. En américain, ça s'appelle swamp gas, les gaz des marais. Et c'est l'objet de tout un tas de plaisanteries. Et à peine il prononce le mot, la presse s'en empare, et en gros vient expliquer que le consultant de l'Air Force est en train d'essayer de ridiculiser le public et les gens qui ont vu ces choses-là. Et alors qu'à d'autres moments, l'explication serait passée comme une lettre à la poste, là, pour des raisons de contexte,
On est après l'affaire Kennedy, on est à un moment où l'opinion commence peut-être à se retourner, où l'idée de débattre de sujets commence à naître. La presse va réagir très négativement à cette histoire-là. Et ça va aller aussi loin que des représentants du Congrès, notamment à l'époque Gerald Ford, qui deviendra président des États-Unis plus tard, va demander à ce que le Congrès enquête sur cette histoire et sur la façon dont l'armée de l'air gère ce dossier, en estimant que se moquer des contribuables américains, c'est peut-être pas la meilleure façon de régler le problème. Donc, cette histoire de soucoupe volante va devenir une épine dans le pied de l'US Air Force, qui va donc décider de demander à une université américaine de s'occuper du problème. Ils disent, bon, nous, ça a assez duré, ça fait 20 ans quasiment qu'on est dessus, la controverse atteint un niveau qu'on n'arrive pas à gérer, et ils disent, on va demander à une équipe de scientifiques neutre, dirigée par un scientifique prestigieux, de faire une enquête, on va la financer, et cette enquête permettra de dire si oui ou non il y a quelque chose à étudier, et s'il faut que la science se penche dessus. Alors, ils font le tour des universités, évidemment aucune université ne veut du dossier, malgré les centaines de millions de dollars que l'US Air Force est prête à lâcher pour étudier, jusqu'à l'université du Colorado qui accepte. Et notamment Edward Condon, qui est un physicien prestigieux, qui a travaillé dans le cadre du projet Manhattan, de construction de la bombe atomique, et qui est quelqu'un d'extrêmement respecté, notamment parce qu'il fait partie des scientifiques qui ont été victimes de la chasse aux sorcières au milieu des années 50. Il a dirigé le National Bureau of Standards, en fait, il est membre des plus grandes sociétés de physique et de savants de son époque, et il va diriger donc cette étude qui va durer 3 ans, et qui va se solder par un rapport de 1000 pages, un énorme bottin, rempli d'observations que son équipe a enquêtées, et sa conclusion, alors sa conclusion est souvent résumée, on dit que Condon a conclu que les ovnis n'existaient pas. Ce n'est pas tout à fait ça. La conclusion de Condon est beaucoup plus intéressante, il dit, parce que dans le rapport, il y a un certain nombre d'observations que son équipe n'a pas réussi à expliquer. Certaines, ils les ont expliquées, mais il y en a sur lesquelles ils ont buté, ils disent, des gens ont vu quelque chose, on ne sait pas ce qu'ils ont vu. Mais l'argument de Condon, c'est de dire, il y a des observations qu'on ne peut pas expliquer, mais je ne vois pas en quoi c'est intéressant pour la science. Et ça, c'est un argument auquel on n'est pas forcément habitué. Le truc, c'est de dire, je ne vois pas quel programme de recherche scientifique on pourrait bâtir sur un truc pareil. C'est-à-dire que oui, des gens voient des choses, et Einstein, au milieu des années 50, avait fait la même réponse à un Américain qui lui avait écrit en lui demandant sur les soucoupes volantes. Einstein avait répondu en 2 phrases, « Les gens voient quelque chose, c'est bien, je ne sais pas ce que c'est, et ça ne m'intéresse pas. » Point à la ligne. Condon va élaborer sur le même argument, en disant, en gros, quand on demande aux scientifiques de tout expliquer, on fait une erreur. Les scientifiques ne sont pas là pour expliquer tout. Il y a des tas si on ne peut pas bâtir un programme de recherche qui, quelque part, a une utilité sociale ou scientifique sur un objet pareil, ben, autant le laisser aux générations futures qui peut-être auront une idée à exploiter. Alors, dans ses conclusions, qui sont placées en tête du bouquin, curieusement, donc il explique que le phénomène n'est pas intéressant, mais il dit si quelqu'un vient avec une meilleure idée que moi, il faut la financer. Mais pour sa part, il pense qu'il n'y a rien à faire. Et alors, ce qui est aussi intéressant, qui n'est pas raconté évidemment dans le rapport, c'est que pendant les 3 ans où son équipe va travailler, donc dedans il y a des physiciens, il y a des analystes photos, des analystes radars, il y a des spécialistes de psychologie qui vont interroger les témoins, enfin il y a tout un tas d'experts qui vont travailler dans cette équipe, et très rapidement ils vont s'engueuler en fait. Ils vont s'étriper, ce qui fait qu'une partie, notamment un des psychologues de l'équipe, David Sanders, va être viré, notamment après un épisode qui a fuité dans la presse, c'est que Sanders et d'autres découvrent un mémorandum qui avait été écrit par l'assistant de Condon au tout début pour persuader l'Université du Colorado d'accepter le contrat. Parce que le problème, qui était très délicat pour l'Université du Colorado, c'est de dire si on accepte un contrat pareil, on risque de passer pour des zozos et ça va être une très mauvaise image de marque pour l'université. Donc Bob Lowe, qui était donc l'assistant de Condon, rédige un mémorandum en expliquant que,
En fait, l'idée, c'est de créer une commission qui aurait tous les aspects de l'objectivité scientifique, mais dont les membres, en gros, seraient tout à fait conscients que le sujet est sans intérêt et qu'en gros, les jeux sont faits dès le départ. Évidemment, quand ce mémo tombe entre les mains de certains des membres de la commission qui n'étaient pas au courant de son existence, ça ne va pas leur plaire. Surtout que certains des enquêteurs comme Sanders, à force d'enquêter sur le terrain, comme Hynek, vont se convaincre qu'il y a une partie du dossier qui est véritablement énigmatique et que les scientifiques ne font pas leur boulot. Ce qui fait que ce mémorandum va se retrouver dans la presse et il va déclencher une polémique hallucinante. Donc, ça ne va pas empêcher donc, l'histoire de s'arrêter. Ça, c'est une autre photo d'Hynek lors de la même conférence de presse. Et c'est à nouveau lui, là, avec un autre scientifique qui a travaillé avec lui, Jacques Vallée. Donc, ce qui est intéressant, en fait, dans cette histoire, c'est que la controverse, au départ, qu'on considère comme une opposition en gros entre la croyance populaire et le scepticisme scientifique en la loi, on se rend compte que ça génère tout un tas d'aspects qui me semblent beaucoup plus intéressants, notamment le fait qu'il faut également rendre compte des explications sceptiques qui sont données. Et le fait que, on l'a vu avec l'armée avant et le cas de Conan après, entre la façon dont les scientifiques travaillent et la manière dont, dans l'opinion, on perçoit le travail scientifique, il y a des différences assez subtiles, mais qui font qu'il y a une espèce de dialogue de sourds qui est entretenu depuis des décennies sur ce genre d'objet, qui pour beaucoup de scientifiques est totalement sans intérêt, alors que dans l'opinion, l'image qu'on a souvent de la science, c'est que le scientifique est curieux de nature, et dès qu'il y a quelque chose d'un peu énigmatique qui se présente, il doit s'y intéresser. La sociologie des sciences nous a montré, justement, à travers des tas d'études de controverses alors scientifiques, sérieuses, entre guillemets, pas comme les soucoupes volantes, que justement, le problème, c'est qu'est-ce qui intéresse les scientifiques. Chaque fois que quelque chose se présente, les scientifiques ne vont pas se précipiter sur l'objet. Il faut aussi arriver à construire une communauté d'intérêt autour d'un sujet. Et le problème d'un sujet comme les ovnis, c'est que si des amateurs, si la presse, si tout un tas d'acteurs ont réussi à s'intéresser à ce sujet à cause justement de son statut un peu mystérieux, pour les scientifiques, pour Condon et d'autres, il y avait une énigme, mais il était impossible d'aller au-delà et de construire quelque chose qui puisse ressembler à un programme de recherche. Et ça a été l'objet non seulement d'une discussion entre chercheurs pendant longtemps, mais d'une espèce de débat un peu difficile à saisir entre l'opinion publique, qui se fait une certaine image de la science, et les scientifiques au travail, qui eux ont une image beaucoup plus concrète de ce qu'est le travail scientifique, qui la plupart d'entre eux se disent non, il n'y a pas de raison de s'y intéresser. Mais on voit aussi que d'autres comme Hynek, intrigués par ce qu'ils ont découvert, ont fini par plaider la cause des ovnis. Hynek, après l'épisode de 1966, a publié dans la presse, notamment dans le Saturday Evening Post, qui est un grand hebdomadaire américain, un article retentissant en expliquant que son opinion avait énormément évolué et qu'il fallait que les scientifiques s'emparent du sujet pour ne pas le laisser à la superstition populaire, justement. Il va créer un groupe d'enquête sur ces sujets et il va même finir par être le conseiller scientifique de Steven Spielberg pour le film Rencontre du troisième type qui sort en 1978. Donc, je vous ai parlé de la science-fiction au départ, mais au moment où les soucoupes volantes apparaissent, à la fin des années 40, les astronomes, notamment le milieu des astronomes, mais également après les biologistes, vont s'intéresser de plus en plus à la possibilité que de la vie existe dans l'univers. C'est ce qui va permettre l'émergence au début des années 60 de ce qu'on appelle aujourd'hui le projet SETI, donc Search for Extraterrestrial Intelligence, l'idée de rechercher des formes d'intelligence extraterrestre dans l'univers, notamment en braquant des radiotélescopes sur le ciel. L'idée, c'est que s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, il peut y avoir aussi des civilisations développées, qu'elles auraient développé des moyens techniques de communication semblables aux nôtres, ou pas très éloignés, et qu'on pourrait envisager de communiquer. Donc depuis plusieurs décennies maintenant, il y a des tas de radiotélescopes un peu partout sur la planète qui écoutent le ciel, non pas pour écouter les quasars, des pulsars ou d'autres objets astronomiques connus, mais dans le but, et avec des programmes spécialement conçus, pour détecter
des émissions radio intelligentes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des tentatives de discussion entre les scientifiques qui s'intéressent aux ovnis et ceux qui s'intéressent à ce projet SETI. Mais souvent, ça s'est transformé en dialogue de sourds, puisque les chercheurs qui travaillent sur SETI considèrent qu'eux, ils sont sur un programme de recherche sérieux, qui notamment génère tout un tas de progrès dans le domaine de la radioastronomie et de l'analyse des signaux spatiaux, alors que les ovnis leur semblent être un sujet qui relève justement de la croyance populaire, qui n'a rien à voir avec un objet qui pourrait donner lieu à construire un programme. Donc ils sont un peu sur la ligne de Condon à la fin des années 60. Donc voilà en gros le genre de débat qu'on a sur ce genre de sujet, mais l'idée c'est de dire que par-delà la première impression qu'on a, cette idée qu'il faut expliquer pourquoi les gens croient à quelque chose d'inexistant, quand on détaille un peu la controverse, on se rend compte qu'elle présente tout un tas d'aspects beaucoup plus intéressants, beaucoup plus complexes, qui engagent également la façon dont on se représente les sciences, la notion de preuve scientifique, et ça peut aller jusqu'à des débats politiques avec l'idée que des complots, des secrets seraient cachés sur ces sujets, et que donc ça présente tout un tas de dimensions beaucoup plus intéressantes qu'on pouvait le penser au premier abord. Voilà, je vous remercie. La question de la séparation entre le rationnel et l'irrationnel, c'est un truc que les anthropologues cherchent depuis longtemps et qu'on n'arrive pas à trouver. Évidemment, il y a des débats très riches, Popper, Feyerabend et d'autres auteurs qui se sont intéressés à cette question de la démarcation. On a essayé d'élaborer des listes de critères qui distingueraient une proposition qui serait scientifique, qui serait rationnelle, d'une qui ne le serait pas, et on n'est jamais arrivé à se mettre d'accord. Par ailleurs, l'anthropologie, pendant que ces débats entre épistémologues et philosophes des sciences se déroulaient, l'anthropologie a évolué elle aussi. Alors évidemment, il y a eu des ouvrages marquants comme la pensée sauvage de Lévi-Strauss en 1962 et autres, qui ont peu à peu remis en question cette idée d'un partage clair et net entre la rationalité et l'irrationalité. Et en fait, c'est comme la séparation entre science et pseudosciences, entre les ufologues, les vrais et les faux scientifiques. En gros, c'est quelque chose qui, on le voit aujourd'hui, notamment avec tous ces débats qu'on a d'associations de malades ou sur les questions des radiations, des lignes à haute tension, le syndrome de la guerre du Golfe, tous ces phénomènes-là, on a tout un tas de sujets qui émergent, qui sont un peu des choses qui ressemblent d'une certaine façon aux ovnis, où une partie de l'opinion dit il y a quelque chose qui se passe, demande aux experts d'analyser, et parfois ça finit en dialogue de sourds, en polémique, parce que on est sur des objets qui sont soit classés dans l'imaginaire, les gens pensent vivre tel et tel phénomène et il n'y a rien, ou dans des phénomènes de seuil qui sont si difficiles à détecter qu'on n'arrive pas à conclure. Et je pense qu'une bonne partie de la question du partage entre rationnel et irrationnel, science, pseudoscience, se situe sur ces points-là. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui soit sont très difficiles à saisir avec les outils scientifiques dont on dispose, et donc on argumente un peu sans fin sur la manière de les considérer. Et du coup, le partage entre la rationalité et l'irrationnel ne préexiste pas. Ce partage est construit pendant la controverse. C'est pendant la controverse que les acteurs échangent des arguments et vont séparer ce qu'ils vont appeler rationnel et irrationnel. Et moi, ce qui m'intéresse à travers ce genre d'objet, notamment un objet comme les ovnis, c'est justement que dès qu'on a prononcé le mot, en général, très rapidement, les gens finissent par s'engueuler, ça démarre très vite. Donc, on voit bien comment c'est un objet privilégié pour suivre la façon dont ces catégories se construisent et dont la frontière peut se déplacer au fil du temps. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment, au départ, on a une controverse dans la presse où, en gros, les jeux sont faits, tout le monde plaisante du sujet, mais où, par exemple, au milieu des années 60, on va avoir tout d'un coup quelque chose qui va se passer où le discours officiel, entre guillemets, qui était souvent servi, ne fonctionne plus, où on va remettre en question l'armée, les consultants de l'armée, et où des politiques ou une partie de la presse vont dire mais maintenant il faudrait peut-être analyser le sujet sérieusement. Et là on voit que curieusement et subitement la frontière se déplace, et ce qu'on avait considéré irrationnel la veille devient sérieux le lendemain, et le débat va se modifier. Et ce qui est intéressant avec les ovnis, c'est que
l'objet ne va jamais réussir à se stabiliser. C'est-à-dire qu'on a un objet qui est un peu une espèce de savonnette. Il y a un autre objet en science qui est très connu pour ça, c'est la foudre en boule. Un truc qui a étudié des générations de physiciens depuis Arago au XIXe siècle, au début du XIXe, qui est un objet sur lequel beaucoup de scientifiques s'accordent sur son existence, mais ils n'arrivent absolument pas à raccorder les observations qui sont faites de ce fameux phénomène de foudre en boule et les théories qui ne peuvent pas en rendre compte. Parce que si la foudre est capable de se maintenir, l'énergie qui produit la foudre est capable de se maintenir sous forme de phénomène globulaire pendant quelques secondes ou des minutes, ça ne correspond pas au modèle qu'on a pour expliquer la foudre. Donc voilà, il y a des objets en science sur lesquels les outils n'arrivent pas à s'en saisir. Et il y a, comme ça, on a toute une panoplie d'objets, donc l'OVNI est un des exemples, qu'on n'arrive pas à attraper, qu'on n'arrive pas à mettre dans un cadre expérimental, et avec lesquels on n'arrive pas à produire quelque chose. Parce que en science, quand on s'intéresse à un sujet, ce n'est pas juste pour la beauté du geste, c'est aussi parce que quelque part, on va pouvoir en faire quelque chose à l'échelle de la société. Quand Pasteur s'intéresse aux microbes, il va en découler des vaccins, il va en découler des générations de scientifiques qui vont travailler pour améliorer la santé au sein de la société et tout. Donc, là, on est sur des objets, on n'arrive pas à en faire quelque chose, et donc ça se focalise sur ces débats, sur rationnel, irrationnel, croyance, science, et en fait, ces arguments ne sont pas l'explication, c'est ceux qu'il faut décrire pour comprendre pourquoi ça émerge dans ces polémiques. Moi, j'ai été très sensible à votre exposé et je voudrais faire plusieurs remarques d'importance différentes et de sérieux différents. Je voudrais dire que vous ne vous prononcez pas sur le contenu. Et en fait, après la série des Men in Black, je trouve ça assez gonflé quand même de votre part de faire comme si les ovnis n'existaient pas. Parce qu'on sait bien que la société est dominée, ce type-là, c'est manifestement un extraterrestre. Donc, premièrement. Donc, je veux dire par là, sérieusement, que vous ne vous prononcez pas sur le fond du problème. Alors peut-être parce que, et c'est ma deuxième remarque, vous avez un usage, je crois, un peu flottant du terme sceptique. L'adjectif sceptique, pour vous, j'ai noté plusieurs expressions, est utilisé comme finalement incrédule, quoi. C'est synonyme d'incrédule. Or, alors vous avez compris, moi je fais de la philosophie politique et des sciences, en fait, cette notion de scepticisme, précisément, vous en donnez une illustration. C'est-à-dire que la science est devenue sceptique. Il y a longtemps qu'elle est devenue sceptique. En fait, progressivement, à mesure que le scepticisme historique, rentrer dans l'esprit expérimental, on s'est rendu compte que précisément la croyance en la science était sans doute le fondement de la vérité scientifique. Depuis Hume, en fait. Et même depuis Locke, on s'intéresse à ça. Alors du coup, moi, il me semble qu'il y a finalement une sorte, je voudrais votre avis là-dessus, d'émergence d'un scepticisme savant, dont vous faites la preuve aussi en tant que sociologue des sciences, et qui est finalement non pas quelque chose qui a à voir avec la critique du régime de la vérité, mais une redéfinition du régime de la vérité, qui donne à la science une forme de légitimité. Mais, c'est ma troisième question, ma troisième orientation de recherche, cette légitimité finalement épistémologique, elle vient de plus en plus heurter ce qui la soutient pourtant, c'est-à-dire l'ensemble des académies, l'ensemble de l'autorité sociopolitique. Donc la science fait vraiment son travail quand elle remet en question, finalement, le fait d'avoir besoin d'être cautionné par une autorité. Alors, je trouve ça très important, si je peux me légitimer comme ça. On a aujourd'hui une crise fondamentale de la notion de science auprès du grand public. Étienne Klein, par exemple, montre très bien qu'il y a de moins en moins de vocations scientifiques. Ça me semble particulièrement important et grave aujourd'hui, à une époque où cette société, disons, globalisée, de rumeurs, autorise le retour de discours fondamentalistes qui, précisément, expliquent eux-mêmes que la science n'a aucune valeur. Je voudrais que vous répondiez d'abord sur l'identité de ce personnage. En moins de 2 heures. En moins de 2 heures. Heineck. C'est la question qu'on pose toujours. C'est sa position par rapport à... Mais alors, moi, quand j'emploie le mot sceptique, c'est dans le sens où les acteurs l'emploient dans la controverse. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la position, moi quand on me demande mon opinion, en gros je me définis comme sceptique. Une partie des ufologues pense que je suis sceptique au sens où eux l'entendent, c'est-à-dire négateur. Et moi je me définirais comme sceptique ouvert, je veux dire sceptique enthousiaste. S'il y a quelque chose à trouver, ça vaut le coup de le chercher. Mais ce qui est intéressant, c'est que le terme sceptique, dans cette controverse,
est devenu synonyme de négateur ou ce qu'on appelle en anglais debunker. C'est-à-dire quelqu'un qui est chargé de déboulonner les histoires les unes après les autres, et des figures comme Menzel ou Hynek, une partie de sa vie, ont été considérées comme telles, comme justement des Men in Black qui venaient, après les faits, expliquer aux gens qu'ils n'avaient rien vu avant de leur effacer leur mémoire, donc en gros. Mais ça fait partie, c'est un élément extrêmement important dans la controverse, donc ça fait partie des choses dont il faut rendre compte. C'est pour ça que dans ce débat, il me semble extrêmement important justement de suivre, alors là, on l'a à peine survolé, mais justement toute la discussion, la construction de ce discours qu'on va qualifier de sceptique, et la façon dont il a évolué me paraît être un des aspects très intéressants. Moi, je ne peux pas dire ce que ça veut dire être sceptique ou croyant ou autre. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les acteurs définissent ces termes et les rediscutent sans cesse. C'est ça le point qui m'intéresse. Et l'autre chose qui est intéressante, j'avais un peu, c'est que ce genre d'objet a émergé à une époque où on avait un autre discours sur la science, où les scientifiques étaient des figures d'autorité, notamment dans les médias. Moi, quand j'étais gamin, quand il y avait un débat sur les soucoupes volantes à la télé, il y avait un astrophysicien, un psychiatre, un sociologue ou un psychanalyste qui venait expliquer. C'était pas les Bogdanov, on était dans un autre contexte. Maintenant, il y a tellement de chaînes de télévision qu'on voit plus souvent des documentaires, style RMC Découverte, qui nous expliquent que les extraterrestres ont construit Tiahuanaco, les pyramides, les statues de l'île de Pâques et compagnie. Donc on a une espèce de multiplication des cadres de référence, ce qui fait que le terme sceptique n'est plus aussi figé qu'il était à une époque. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir et de suivre l'évolution de ces termes à travers l'évolution des controverses. Et aujourd'hui, on est à une époque où il y a de plus en plus de débats qui remettent en question le statut des experts et des formes d'expertise ou d'experts spontanés qui émergent un peu partout. Et ça témoigne d'une évolution du discours, de la pratique scientifique et de la façon dont elle est appréhendée et discutée au sein de la société. Donc ce sujet m'intéresse parce que c'est un exemple, à mon avis, particulièrement intéressant de ce genre d'évolution qui témoigne de tout ça. Donc voilà, après, qu'on dit entrer dans les contenus, oui, moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment, non pas simplement le contexte se construit, mais comment, à travers certains types de contenus, certains types d'observations, de rapports et tout, c'est ça qui va générer toutes ces histoires. C'est que si le débat a pris telle ou telle orientation au fil des décennies, c'est à cause, par exemple, quand Hynek analyse les observations, il s'attend à trouver certains types d'observations, puis il va trouver d'autres types de contenus qui vont, à un moment donné, ne pas passer avec les modèles qu'il avait. Donc, dans tous ce que j'ai pu publier sur ces sujets, descendre jusque dans le contenu des observations est extrêmement intéressant. Moi, je n'ai pas d'opinion à donner sur ce sujet, puisque ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les différents acteurs qui interviennent dans le débat vont prendre ces contenus, les retraduire en telle ou telle chose. Donc l'idée, c'est un peu de cartographier ce débat pour voir de quelle façon il peut nous éclairer ou pas sur d'autres débats qu'on voit aujourd'hui se multiplier. Et c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, je disais au début, de scène primitive, de tout un tas de formes de débat sur les sciences, les experts et tout, qui se multiplient aujourd'hui, il y en a partout. Alors, quand vous parlez des fondamentalismes, je n'ai pas bien... C'est-à-dire que la démarcation entre ce qui est scientifique et ce qui n'est pas scientifique, tendant à s'effacer auprès du grand public, alors qu'à mon avis, la science n'a jamais été aussi précise là-dessus, en fait, en tant que dans ces catégories épistémologiques, parce qu'elle est devenue très prudente. L'absence de démarcation a des effets sur le grand public, notamment dans le fait que finalement, elle servait quand même réellement de marqueur pour une société rationnelle. Je ne pense pas qu'on soit dans une absence de démarcation. Je pense qu'on est à une époque où l'accès au débat s'étant énormément démocratisé, on a beaucoup plus de discussions justement sur les critères de démarcation et tout. Mais ils n'ont pas disparu, ils sont simplement très souvent localement redéfinis en fonction des affaires qui sont traitées. Mais je ne pense pas qu'on soit dans une espèce de flou généralisé. En fait, bon, évidemment, il y a des moments où on a l'impression qu'on a du mal à s'y retrouver, mais parce que c'est plus aussi tranché que ça pouvait l'être à une époque. Ouais, en tout cas, je
vous suis. Pour moi, en tant que philosophe politique, il y a un enjeu majeur pour la démocratie, surtout aujourd'hui, après la semaine dernière, sur la question de l'autorité dans le discours, la légitimité, des procédures de validation de telle ou telle thèse. Voilà, c'est-à-dire, vous voyez, ce type de problème, de débat épistémologique ou de sociologie des sciences, je crois, a des enjeux directs sur la question de ce qu'est une controverse dans un cadre démocratique, il me semble. Mais ce que ce genre de débat montre aussi, c'est que pendant longtemps, les scientifiques pensaient avoir une espèce d'autorité naturelle pour intervenir sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, ils se rendent compte de plus en plus, et on le voit dans plein d'autres domaines de la vie quotidienne, la vie politique et autres, que essayer d'imposer un discours, de le faire passer, ça a un prix, et qu'on n'est plus accueilli aussi spontanément qu'on pouvait l'être à certaines époques. Donc il faut inventer de nouvelles stratégies pour arriver à faire passer ce que l'on veut dire. Et sur la question des sciences, ça me paraît extrêmement intéressant parce qu'on voit vraiment que le public étant de plus en plus présent dans tout un tas de controverses, il faut repenser certains modèles qu'on avait, notamment les modèles rationalistes, on va dire, de la science, de la vérité scientifique et tout, et peut-être apprendre à en parler autrement. Et c'est ce qui m'intéresse de faire alors à travers la description de ce genre d'affaires. C'est-à-dire de ne plus rester sur la description traditionnelle que la sociologie a longtemps fait de ce genre d'affaires, mais de descendre justement dans le détail, dans les nuances de ce genre d'histoire pour montrer en quoi ça peut nous aider à comprendre certaines choses qui se passent aujourd'hui. Merci. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce qui a été présenté, c'est le rapport aux hypothèses et la façon dont vous montrez que, si j'ai bien compris, il y a une construction d'un faisceau d'hypothèses par les différents acteurs sur le phénomène de nature différente, certains faisant des hypothèses sur comment, par exemple les experts, comment va réagir le public, ça fait partie du faisceau d'hypothèses, le public, comment va réagir les experts, et que finalement, il me semble que ce n'est pas la question du rapport entre le sujet et le phénomène mystérieux, mais en fait c'est plutôt à penser tout ça en termes de faisceau d'hypothèses. Je voulais vérifier ce point-là. Puis il y a un autre point qui m'intéresse sur pourquoi ça n'intéresse pas les scientifiques à cette époque-là, alors même qu'aujourd'hui ils vont chercher s'il y a de la vie extraterrestre, donc finalement on pourrait se dire est-ce que c'est pas un peu la même chose? Est-ce que c'est pas lié justement à la façon dont l'hypothèse est posée et dont le phénomène est problématisé quelque part, et avec l'idée que poser la question est-ce que les soucoupes volantes existent ou non, ou est-ce que les extraterrestres existent ou non, c'est pas une question qui intéresse les scientifiques, et qu'en fait, pour s'intéresser à ce phénomène, ils ont besoin de poser la question autrement. Alors, ce que vous dites là, ça c'est un aspect qui m'a intéressé parce que donc, quand en 1947 les soucoupes volantes apparaissent, c'est le moment où la question de la vie extraterrestre devient un sujet sérieux. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, c'était sérieux pour les histoires de Mars. Mais ce qui se passe à partir de la fin des années 40, c'est-à-dire que les scientifiques vont de plus en plus admettre l'idée qu'il y a de la vie dans d'autres systèmes solaires, ailleurs dans l'univers, dans la galaxie. Alors qu'avant, c'était limité à un débat sur une éventuelle vie extraterrestre dans le système solaire. Avant ça, on pensait que les systèmes solaires étaient très rares, ailleurs que dans le nôtre, et que donc il y avait probablement très peu de formes de vie extraterrestre. Et dans les années 40, le système de Laplace va revenir en faveur chez les astrophysiciens, ce qui fait que on va voir un programme se mettre en place avec cette idée que la vie est sans doute quelque chose de banal, qui a dû éclore en un très grand nombre d'exemplaires dans l'univers. Et donc, évidemment, le premier truc, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que des scientifiques qui, au même moment, sont en train d'envisager que la vie est un phénomène tout à fait courant dans l'univers, accueillent les soucoupes volantes comme une superstition populaire? Et alors, là, j'ai essayé de chercher un peu, notamment, je suis tombé sur un colloque qui a eu lieu en octobre 1947, donc c'est vraiment la même période, où des astronomes, justement, s'intéressent à cette histoire de vie extraterrestre. Et en fait, on se rend compte qu'eux ont construit une filière pour étudier cette question qui n'a rien à voir avec l'idée de témoignage du public. Et sur la jaquette du livre, on voit bien, pour résoudre la question d'une éventuelle vie extraterrestre, il faut étudier
notamment les atmosphères des planètes, notamment Mars, par exemple, qui est un cas qui a toujours resté chez les scientifiques, encore aujourd'hui. Et donc évidemment, ces astronomes, quand on vient les trouver avec des témoignages, ils disent « mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien à faire. Nous, on étudie, on a un réseau qui est déjà mis en place, on a des instruments, on a des expériences, on étudie les atmosphères de Vénus, de Mars et tout, et c'est ça qui va nous apporter éventuellement la solution. Et après, quand on pourra observer d'autres systèmes stellaires, on le fera aussi, ce qu'on fait aujourd'hui. Depuis 1995, la multiplication des systèmes solaires dans la galaxie font qu'on étudie. Mais pour les astrophysiciens, l'idée de tout d'un coup de laisser tomber ce qu'ils font, et qui est bien balisé, bien construit à ce moment-là, et d'étudier, de suivre des témoins, il faut être INEC, c'est-à-dire se trouver embauché par l'US Air Force pour analyser des témoignages, pour tout d'un coup être chassé de son terrain naturel d'enquête et se retrouver sur une autre voie. Et avec le parcours du coup qu'il va finir par avoir, qui va en partie le marginaliser par rapport à ses collègues. Mais la vie extraterrestre, pour les scientifiques, ça existe, mais voilà, il y a une voie tracée qui se construit indépendamment. Donc on a plusieurs débats qui se mettent en place. Et ça va contribuer à cette espèce de dialogue de sourds où pour une partie de l'opinion, c'est « mais pourquoi les scientifiques ne s'y intéressent-ils pas ?» Alors que pour ces mêmes scientifiques, ils disent « non, non, nous on s'intéresse déjà à ce problème, mais en gros, sérieusement, on a nos outils, nos instruments et nos programmes. Ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise là-dessus? On n'a rien à vous dire. » Alors dans la plupart des cas, c'est ça, parce que la plupart du temps, quand on dit les scientifiques refusent ou ne croient pas aux ovnis et tout, c'est que la plupart du temps, en fait, ils n'en ont rien à faire. C'est quelques-uns comme Menzel, comme Schatzman en France, comme Condon, là, que je citais tout à l'heure, qui eux vont intervenir dans le débat public. Mais la majorité des scientifiques, c'est soit un sujet qui ne les intéresse pas, soit ils sont curieux, comme le reste de l'opinion. Mais quand on dévie sur la question de la vie extraterrestre, ils ont développé d'autres filières. C'est ce qu'on va voir aussi avec SETI, où c'est la radioastronomie qui va s'emparer du problème, et qui va donc gérer la question. Et quand, moi je me souviens d'un débat, d'un colloque à l'UNESCO il y a quelques années, auquel j'avais participé, donc de chercheurs du domaine SETI, donc qui écoutent le ciel avec des radiotélescopes, et où j'avais proposé un exposé sur justement essayer de comprendre ce qui les distinguait des ufologues, sans tomber dans la dénonciation, ce qu'eux font, puisqu'ils essaient de se... Pour eux, les ufologues, c'est un peu comme pour un biologiste, comme un évolutionniste, les créationnistes, en gros. Ils veulent les laisser le plus loin possible. Et alors ça se met un peu la panique, parce que certains des figures marquantes du domaine ont essayé de faire évacuer mon exposé. Heureusement que les référés ont tenu bon, donc j'ai pu faire la discussion. Mais on voit que c'est tellement sensible que dès qu'ils voient le mot ovni, en gros, ils sortent leur kalachnikov, là, pour le coup. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Et l'idée de mettre un peu à plat les choses pour comprendre justement d'où vient cette espèce de partage qu'ils ont entre une partie de l'opinion et ce qu'ils font eux-mêmes, alors que ça semble, a priori pour beaucoup de gens, ça semble être la même chose, ça me semblait intéressant de l'explorer pour essayer de le comprendre. C'est précisément ça, quand je parlais des hypothèses, et qu'il me semble que dans cette sorte, il y a des hypothèses implicites charriées, ne serait-ce que le fait de nommer un phénomène, si on prend juste la manifestation phénoménologique de ce que les gens voient, le fait même de l'appeler objet volant, voilà, c'est déjà une hypothèse que c'est un objet volant, et derrière il y a encore une hypothèse qu'il y a des extraterrestres, et encore une hypothèse qu'il y a des extraterrestres. Donc il y a déjà un chaînage d'hypothèses, et on regarde tout ça d'un coup, alors qu'il me semble que la démarche scientifique, ça serait de déconstruire ça. Le problème je m'étais intéressé un peu à l'histoire de la foudre en boule parce qu'il y avait quelque chose d'équivalent. C'est-à-dire qu'on avait un objet comme ça. Arago, dans les années 1830, essaie de poser la foudre en boule comme étant un phénomène tout à fait réel qu'il faut étudier. Il écrit un traité sur le sujet. Mais ça ne va pas marcher en fait. Encore aujourd'hui, il y a des gens scientifiques, moi j'en connais qui travaillent sur ce sujet-là, mais ils n'arrivent pas à en faire quoi que ce soit. Donc il y a des objets comme ça que les outils scientifiques n'arrivent pas à saisir apparemment. Alors dans certains cas, c'est parce qu'ils disent il n'y a rien, donc il y a juste du témoignage. Les gens ont vu plein de choses, mais ils n'ont pas vu ce qu'ils ont cru voir, c'est le discours de Menzel et de certains autres chercheurs. Et dans d'autres cas, justement, dans tous ces débats qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est l'idée qu'il y aurait des espèces de phénomènes qui seraient très difficiles à détecter et à discipliner, en faire en gros à domestiquer à travers les instruments scientifiques. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que quand
quand on prononce le mot ovni, ça entraîne tout un tas de choses qui s'empilent derrière très vite. Et ce qu'il faut, c'est arriver à décrire, à rentrer dans les affaires et décrire suffisamment minutieusement pour voir justement comment ça s'est accroché et comment ce qui nous semble naturel, ovni, engin spatial, extraterrestre, etc., et complot et tout ce qui s'ensuit, en fait, c'est des moments différents et selon le niveau de grossissement qu'on met sur l'affaire, c'est pas du tout accroché comme on l'avait cru. Donc c'est un peu ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de déconstruire, non pas pour déconstruire dans le sens de justement ce qu'on appelle les débunkers ou les sceptiques pour les ufologues, mais c'est de déconstruire pour montrer comment ça a été construit, pour le coup. Là, oui, on va encore une question. Question. On va calmer avec nos questions. Ouais. J'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce sujet, puisqu'apparemment c'est antérieur à votre métier. Alors ça c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a une partie un peu personnelle. Moi quand j'étais gamin, j'étais curieux de plein de choses, et notamment de ce genre de choses. Et quand j'ai commencé à faire des études, donc en sciences sociales, bon évidemment il y a tous les sujets que quand on commence à faire soit de la psycho, soit de la socio, il y a tous les marronniers en gros qui sont à disposition pour étudier. Et moi je me suis dit, mais bon ça c'est un peu plus rigolo. Et j'ai eu la chance de tomber sur des chercheurs qui se sont dit, oui, c'est-à-dire que, évidemment il y a l'étape de curiosité initiale, et après il y a l'idée de se dire, derrière la simple curiosité, il y a peut-être quelque chose à construire, une problématique intéressante. Alors peut-être qu'en sociologie, justement, alors que les scientifiques durs, en gros, n'arrivent pas à faire quoi que ce soit d'un truc comme les ovnis, peut-être qu'en sociologie, justement, moi, mon pari, c'est de dire que ça peut nous permettre d'aborder pas mal de sujets qui intéressent la sociologie politique, la sociologie des sciences, la sociologie des controverses, parce que c'est une espèce de cas d'école, quoi, dans lequel on trouve plein d'aspects qu'on va retrouver dans les autres sujets. Donc, peu à peu, j'ai réussi à essayer de construire une problématique en me disant, au-delà de la simple curiosité initiale, il y a vraiment un objet sur lequel on peut construire quelque chose et mettre à l'épreuve tout un tas de modèles. Au départ, quand j'ai rencontré Bruno Latour, l'idée c'était de mettre à l'épreuve la symétrie, le principe de symétrie qu'utilisaient les sociologues des sciences dans l'étude des controverses, en disant on ne va pas décider qui a tort ou qui a raison, à qui réserver les explications sociologiques et l'épistémologie aux autres. Justement. Et l'idée, c'était de prendre les ovnis comme une espèce de cas un peu extrême pour voir jusqu'où fonctionnait le principe de symétrie. Parce que la plupart du temps, même les sociologues ont du mal à tenir la symétrie sur une histoire comme les soucoupes. Au cours des années où j'ai étudié ça, j'ai rencontré pas mal de scientifiques durs et de chercheurs en sciences sociales. Et on voit que souvent, certains d'entre eux qui se sont intéressés un peu comme Heineck et d'autres, il y a un moment où ils tombent dedans. C'est-à-dire que longtemps, ils sont sceptiques. Et puis ils vont buter sur quelque chose et le truc va se renverser. Et ça, c'est un phénomène qui m'a toujours intrigué, de voir comment des gens qui étaient de chercheurs normaux et tout, vont s'intéresser à ce sujet et en faire et redéfinir un peu leur parcours scientifique à travers ce genre d'objet. J'ai connu plusieurs, notamment un astronome de l'Institut astrophysique de Paris, qui avait une carrière de jeune astronome, spécialiste de photographie astronomique. Il avait fait des découvertes sur les anneaux de Saturne et tout. Mais ce sujet l'a intéressé tellement qu'il a fini par être totalement marginalisé au sein de l'IAP. Et ses collègues plaisantaient à son sujet. Alors que par ailleurs, il a écrit toute une série de textes dans lesquels il essayait justement de faire avancer la discussion. Et en les lisant, ça reste des textes très intéressants. Il était passionné de philosophie des sciences, justement, les questions de la preuve l'intéressaient beaucoup, et il voulait les poser à travers ce genre d'objet. Mais à une époque où le clivage était beaucoup plus net, et pour un scientifique, c'était un peu une espèce de suicide en termes de carrière que de s'intéresser à ça. Donc ce genre de parcours m'intéresse. Et moi, par chance, et grâce à Latour, j'ai réussi à ne pas basculer dans la secte ou dans la télé-réalité, ou je ne sais trop quel autre piège, et à rester à peu près sur le fil du rasoir là-dessus. Voilà. Bien, merci. Merci à vous.